Bonsoir et bienvenue dans le 19-20, l'information régionale et nationale jusqu'à 20h. Dans les Alpes, nous irons en Savoie où les réactions fusent depuis la suppression des trains de nuit entre Paris et Bourg-Saint-Maurice. Une décision économique de la SNCF qui fait aussi grincer des dents 3 vice-présidents de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous verrons. Octobre rose contre le cancer du sein à Sénon en Haute-Savoie, avec un voyage inédit et ludique au cœur d'un sein gigantesque afin de sensibiliser le plus grand nombre au dépistage indispensable de cette maladie. Et puis Radio Dragon enchante les ondes de la Matésine et du Trièves. 3 ans après la fermeture de Radio Montéguille, une équipe de bénévoles a repris l'antenne pour le plus grand bonheur des habitants de cette région. Carole Gessler prendra le relais à 19h30 pour l'édition nationale avec 2 grands titres à la une. Les salariés d'Alstom à Belfort peuvent souffler ce soir. Ils sont rassurés d'avoir du travail jusqu'en 2021. Commande de TGV et investissement. Alstom, la SNCF et l'État mettent la main à la poche. À droite, on dénonce un sauvetage électoraliste sans stratégie industrielle. Et puis sortir les personnes âgées de l'isolement. De plus en plus d'associations développent des liens entre générations. Reportage sur une initiative menée à Paris. Il n'y a désormais plus de trains de nuit au départ de Paris et à destination de Bourg-Saint-Maurice et Saint-Gervais-les-Bains. Les derniers ont circulé dans la nuit de vendredi à samedi, une fermeture décriée par 3 vice-présidents de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui déplorent ses conséquences économiques sur le tourisme dans les Alpes. Exemple, en Tarentaise, Bernard Portugal et Frédéric Pasquette. La menace planait depuis plusieurs mois et elle est désormais très concrète. Le train de nuit Paris-Bourg-Saint-Maurice, c'est fini. Très prisé par les amoureux du ski notamment, il circulait près de 230 jours par an et acheminait des milliers de touristes dans les stations de Tarentaise. Aujourd'hui, de nombreux élus contestent sa suppression. Un train de nuit, c'est au niveau de notre vallée de la Haute-Tarentaise, c'est 780 personnes qui arrivaient chaque matin. Et aujourd'hui, ils vont se disperser, bien sûr, dans d'autres moyens de transport, mais il y aura une perte inévitable et surtout une gêne pour l'ensemble de nos clients dont nous avons besoin de faciliter leur séjour. Inquiets pour la fréquentation de leur vallée, les élus le sont également pour l'emploi. Une perte de clientèle pourrait, selon eux, avoir des conséquences sur le recrutement des travailleurs saisonniers. Métier de la bouche, métier du commerce, métier du tourisme, métier d'enseignement de ski, tout ce que cela génère, on ne se rend pas compte, mais véritablement aujourd'hui, c'est un point d'alerte que l'on dit, attention, c'est des dizaines de milliers d'emplois que nous voulons pérenniser l'hiver et l'été qui aujourd'hui seront en cause sur la durée. À quelques semaines de leur ouverture, plusieurs stations de ski de la communauté de communes de Haute-Tarentaise ont décidé de s'unir. Elles vont privatiser 3 TGV au départ de Paris, en novembre, à Noël et en fin de saison, une initiative qui pourrait permettre à plus de 1500 skieurs de venir goûter à leur passion dans les stations de Tarentaise. Justice avec l'avant-dernier jour du procès du braquage des bijouteries d'un centre commercial près d'Aix-les-Bains en Savoie. Le hold-up sans victime mais extrêmement violent remonte à janvier 2013. Il avait été marqué par un incendie au tunnel de l'Épine. L'avocate générale a requis des peines allant de 8 à 18 ans de prison à l'encontre des 4 accusés. Xavier Schmitt, Cédric Picot. Des malfaiteurs expérimentés et très organisés. C'est ainsi que l'avocate générale qualifie les 4 accusés. Un réquisitoire implacable démontant un à un leurs alibis et leurs dénégations. Les parties civiles, quant à elles, ont rappelé les traumatismes dus à leurs agresseurs. On arrive finalement à des mensonges qu'on ne peut plus vérifier ou ça ne tient plus la route. Je trouve que c'est une forme de mépris pour les victimes qui, elles, ont souffert de ces faits extrêmement violents. 10 janvier 2013, un braquage éclair et très brutal dans les 2 bijouteries de ce centre commercial. Les voleurs cagoulés et armés raflent un butin de 90 000 €. Mais les accusés nient toute participation, malgré de nombreuses charges, notamment 2 traces ADN. Mon client a été arrêté 8 mois après les faits et on lui a soumis des éléments à charge constitués par les accusations d'un co-accusé qui désormais est revenu sur ses dépositions et des expertises ADN qui ont été discutées pendant ces débats et qui, à mon sens, ne sont pas probantes. Pour couvrir leur fuite, les braqueurs avaient ensuite incendié leur voiture, volée, dans un tunnel de l'autoroute A43 Chambéry-Lyon.
n'ont eu absolument aucune considération pour des règles de sécurité les plus élémentaires. C'est-à-dire que vous vous doutez bien qu'un tunnel routier est un ouvrage particulier, que c'est clos, que c'est long, que la chaleur et la fumée sont complètement enfermées dans ce qui constitue un vrai four, et que du coup, les risques sont multipliés. Qui a fait quoi? Qui a participé de près ou de loin au braquage des bijouteries du 10 janvier 2013? Les jurés de la cour d'assises de la Savoie devront répondre à 30 questions pour décider, oui ou non, de la culpabilité des 4 accusés. Le verdict est attendu demain, mercredi. Par ailleurs, la Cour d'appel de Grenoble a prononcé un non-lieu dans l'affaire de la mort des 3 sœurs fauchées sur l'A7 le 7 mars 2012. Elles avaient été percutées par 5 véhicules au niveau de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Toutes les précisions sont sur notre site alpes.france3.fr. Solidarité avec cette initiative du Secours populaire qui distribue à Grenoble des kits d'hygiène et de santé pour tous. C'est malheureusement une réalité. De plus en plus de jeunes et de personnes âgées n'ont plus les moyens d'acheter des produits de première nécessité. Ils sont de plus en plus nombreux à frapper à la porte du Secours populaire. Joël Serroni et Franck Serroni. Voilà, les couches, il y en a pour adultes. Des produits d'hygiène de première nécessité, savon, dentifrice, mouchoirs ou peignes. Un budget qui compte pour bon nombre de bénéficiaires du Secours populaire vivant au-dessous du seuil de pauvreté. C'est le cas de Rosalia, venue ce matin chercher un kit pour sa famille. C'est très, très important pour moi. Voilà, parce que je touche une petite retraite. Je touche que 800 €. La réversion de mon mari, ça fait 5 ans. Bientôt, ça va faire 5 ans qu'il est décédé. Et je me retrouve toute seule avec mon fils. Et une fois qu'on a payé toutes les factures, il ne nous reste que 24 € sur le compte. Près de 7000 kits seront distribués par le Secours populaire de l'Isère qui observe les mêmes évolutions qu'au niveau national. En 10 ans, le nombre de personnes vivant au-dessous du seuil de pauvreté a augmenté pour atteindre 8 800 000. Si les besoins alimentaires et vestimentaires sont souvent la porte d'entrée au Secours populaire, l'association doit faire face aujourd'hui à d'autres demandes. Au-delà de ces besoins vitaux, eh bien, on fait de l'accompagnement dans le long terme avec, et j'allais dire, c'est presque le cœur de notre activité, l'accès aux vacances, l'accès aux loisirs, l'accès à la culture, l'accès au sport et bien sûr l'accès à la santé. Et là, on a un gros travail à faire en ce qui concerne l'accès à la santé. Les plus jeunes et les personnes âgées sont de plus en plus touchées par cette précarité. Selon le dernier sondage Ipsos Secours populaire, plus de la moitié des Français les plus pauvres déclarent avoir renoncé ou reporté une visite chez le dentiste. La santé, toujours. Dans le cadre d'Octobre Rose, la CPAM de Haute-Savoie propose une animation originale et ludique pour la lutte contre le cancer du sein. Il s'agit d'un voyage au cœur même du sein, une campagne qui vise à dédramatiser cette maladie, à expliquer les traitements et surtout à rappeler la nécessité d'un dépistage précoce. Reportage à Sénaux, Anne Diard et Grégory Lespinasse. C'est pour le cancer pour le sein, non? C'est ça? C'est assez étonnant comme structure, du coup, ouais. Je pense que c'est un bon coup pour attirer des gens ici. Ça vous choque pas? Non, ça me choque pas du tout, non. Ça me choque pas du tout, au contraire. 5 mètres de haut, 16 de large et 20 de long, ce buste monumental installé place de l'Hôtel de Ville à Sénaux ne passe pas inaperçu. C'est une œuvre, à la fois artistique et médicale, qui invite les visiteurs à un voyage au cœur du sein. On voit deux couleurs différentes. Donc là, vous avez le jaune qui représente la graisse, le tissu graisseux. Un voyage pour dédramatiser le cancer du sein et promouvoir le dépistage. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des cancers vont se développer sur ces canaux-là. Quand on retarde la mammographie, eh bien, on dépiste des lésions qui vont être plus grosses, avec un moins bon pronostic. Donc c'est pour ça que c'est essentiel de diagnostiquer très tôt de toutes petites lésions, avant même qu'on la sente, pour avoir un traitement avec plus de 90% de guérison. À partir de 50 ans, le dépistage tous les 2 ans doit être systématique. Avant, il est nécessaire quand il y a des antécédents familiaux ou que l'on sent une grosseur à la palpation. Toutes les femmes devraient venir pour comprendre comment fonctionne le sein et prendre conscience que c'est une belle machine et qu'il faut en prendre soin et faire le dépistage régulièrement, oui. Je suis venu voir, avec une grande tristesse bien sûr, puisque ça me rappelle des moments douloureux, on va dire.
Mais il ne faut pas se cacher la face, il ne faut pas faire la politique de l'autruche. Le cancer du sein est le premier cancer féminin. Il touche une femme sur 9 en France. Retour en Isère, aujourd'hui à Voiron. L'école de la deuxième chance ouvrait ses portes aux jeunes de 18 à 25 ans et à leurs proches. Déscolarisés, parfois depuis plusieurs années, il est souvent compliqué pour eux d'envisager un avenir sereinement. Ces portes ouvertes sont l'occasion de rassurer les futurs étudiants. Vous allez voir avec ce reportage d'Aurore Trespeux et Jean-Christophe Solari. L'école permet de construire un projet professionnel en alternance. Il y a 5 ans, Marina Blondel n'aurait jamais imaginé intégrer une classe à nouveau, et encore moins prendre la parole en public. Atteinte d'une phobie scolaire, elle n'a pas supporté la pression et a dû arrêter l'école en première. Les gens ne pensent pas que ça puisse exister d'avoir peur de l'école. Sauf que, non, au contraire, moi, on m'a beaucoup poussé à avoir de bonnes notes et tout ça, et j'étais une très bonne élève. Mais pourtant, ça ne m'a pas empêché d'avoir cette phobie scolaire et de penser que j'étais seule, en fait. Seule, Marina ne l'était pas. Elle l'a découvert cet été quand la mission locale l'a dirigée vers l'école de la deuxième chance, le 2C. Chaque année à Voiron, une cinquantaine de jeunes reprennent les cours, très différents de ceux auxquels ils étaient habitués. Au début, je ne savais pas que c'était personnalisé et en fait, je trouve que c'est bien parce que du coup, chacun va à son rythme et vous n'avez pas la pression de groupe, par exemple, ou alors t'es nul, t'arrives pas à faire ça. En fait, chacun est dans son coin. Un système de suivi personnalisé, c'est la force de l'école de la deuxième chance. Ces 7 dernières années, l'EDC Isère a accueilli 1 millier de jeunes. 50% d'entre eux ont réussi à obtenir leur diplôme et à trouver un emploi. Une expérience qu'ils partagent chaque année lors des portes ouvertes. Nos premiers ambassadeurs, c'est nos jeunes stagiaires, les anciens stagiaires, qui parlent de l'école autour d'eux, dans les communes, dans leurs quartiers, etc. Et le but, oui, c'est d'abord de faire découvrir, au-delà de nos partenaires, de faire découvrir l'école à des personnes, des jeunes ou leur environnement familial, qui ont une vague idée de ce que pourrait être l'école à deuxième chance. Voilà. Prochaine inscription à l'EDC Voiron, en novembre et décembre. Gros plan ce soir sur la préparation militaire marine de Chambéry qui propose des stages de formation à destination des jeunes lycéens volontaires. Et pour en savoir plus, nous recevons le capitaine de corvette Laurent Magnier. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes chef du centre de préparation marine de Chambéry. Permettez-moi, mais la marine à Chambéry, ça peut prêter à sourire. Alors oui, ça peut prêter à sourire, effectivement, au milieu des montagnes. Pour autant, la marine étant nationale, où nous avons le devoir d'aller nous adresser à l'ensemble de la population. C'est ce que nous faisons également à travers la préparation militaire marine, en offrant la possibilité à des jeunes lycéens de venir découvrir les métiers de la marine et ses traditions. Au travers de stages, c'est ça? Au travers d'un stage. De découverte de la marine, c'est d'octobre à juillet pour des lycéens. C'est pour les inciter à terme à rejoindre la marine, à s'intégrer? C'est au moins pour leur faire découvrir et leur faire mûrir leur projet professionnel. Certains décident à l'issue de ce stage de continuer, d'autres décident d'arrêter et ça fait partie de la règle du jeu que nous avons fixée. Alors quel est le contenu global de cette formation pour ces élèves? Alors le contenu global pour ces élèves, il s'agit simplement d'aller leur parler de l'organisation de la défense, de l'organisation d'un bâtiment, de sécurité à bord des bâtiments, de leur faire parler, d'évoquer avec eux le devoir de mémoire, de les former au premier secours, de leur parler de formation maritime, et même certains, ceux qui le veulent, peuvent se présenter au permis côtier. Permis côtier, donc là, du coup, ils embarquent sur des bateaux. Alors, ils peuvent embarquer sur une petite chaloupe, oui, mais... Alors, il y a tout un contenu qui est fait en salle et à l'extérieur à Chambéry, et on synthétise le tout lors d'un petit séjour à Toulon, dans la base navale, si possible sur un bateau, et encore le mieux, c'est si on peut naviguer. Alors, depuis les attentats terroristes, on dit que l'armée de terre n'a pas trop de mal à recruter des militaires prêts à défendre leur pays. Est-ce que c'est aussi vrai pour la marine? Alors la marine est toujours dans un flux à peu près constant de recrutement. Mais pour ça, je pense qu'il vaudrait mieux s'adresser au centre d'information et de recrutement des forces armées, donc version marine, qui pourrait vous donner des chiffres plus éloquents et plus détaillés sur la situation actuelle. Alors, mais globalement, le flux entrant-sortant est toujours à peu près équilibré. Toujours à peu près le même, d'accord. La marine aussi, c'est particulier. Vivre en mer, est-ce que ça ne demande pas encore davantage d'esprit de corps, de solidarité entre les militaires? Ah, bien entendu, puisqu'à bord d'un bateau, chaque homme compte, chaque homme a un rôle à tenir. Et la préparation militaire marine cherche à mettre en avant cette fonction, ce rôle de solidarité et d'esprit d'équipage. À travers un apprentissage qui leur fait comprendre que quand on doit apprendre à tenir son rôle et ensuite on doit le tenir
pour servir l'unité et la mission. Il n'y a pas de niveau scolaire exigé, de notes particulières à avoir dans telle ou telle discipline. Tout le monde peut se présenter à ces formations? La préparation militaire marine est ouverte à tous les jeunes de 16 à 21 ans, filles comme garçons. On a à peu près d'ailleurs la moitié filles, moitié garçons sur les 2 dernières années. Il n'y a pas de condition de diplôme. Il suffit d'avoir au minimum 16 ans le jour de l'ouverture. Côté pratique, où est-ce que les jeunes peuvent se renseigner? Sur Internet, j'imagine qu'il y a un site et ailleurs éventuellement? Alors il y a un site qui s'appelle êtremarin.fr. Et puis il y a également le CIRFA de Grenoble, donc Centre d'information de recrutement des forces armées marines, qui est le point d'entrée pour toute information. Et merci à vous, commandant, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, et je vous invite à éventuellement venir nous rendre visite à Chambéry. Avec plaisir, mais pas tout de suite. Ma vie de député, c'est le deuxième volet de notre série hebdomadaire, commencé hier. Aujourd'hui, Denis Vigneault-Duguet et Didier Albrand ont suivi Geneviève Fioraso, députée de la première circonscription de l'Isère, lors de ses déplacements dans des entreprises phares du département. C'est parti. Donc on a 2 types d'activités principales, l'imagerie et les composants optiques et photoniques pour tout un tas d'applications, displays. On est ici dans le showroom des innovations technologiques de CEATEC, qui a été conçu pour matérialiser, scénariser les technologies à destination des entreprises. Et ce modèle, on l'a conçu ici, à Grenoble, dans cet environnement de Minatec, avec un lien très très fort avec les collectivités locales qui nous ont accompagnés dans la construction de Minatec. Et c'est la première caméra infrarouge dans l'espace pour les applications astronomiques. C'est très important d'être ici à CEATEC parce que CEATEC, on le voit dans toutes leurs démonstrations, il se situe entre la recherche fondamentale et puis l'industrie, les usages en fait. Ils identifient maintenant et ils travaillent à partir des besoins des différents métiers. Je suis députée de la moitié de Grenoble, puis toute la vallée du Grésivaudan. Le député, s'il veut vraiment faire un travail intéressant, il faut d'abord qu'il fasse le lien entre les lois qui sont votées et le territoire, les usagers, les salariés, les citoyens, mais il faut aussi qu'il valorise son territoire. Donc il faut qu'il s'immerge dans son territoire. Il y a un fil moderne entre les deux, on a de la capillarité, c'est ce que vous avez à la maison, ça, quand vous avez 2 plaques de verre. À ce moment-là, voilà, les atomes vont se mettre en contact, il y a une force de Van der Waals qui va apparaître, qui va les rapprocher, ça va rapprocher les suivants, et de proche en proche, on va comme ça coller les 2 plaques. Si on veut que davantage de jeunes réussissent dès l'école primaire, quel que soit leur quartier d'origine, c'est aussi parce qu'on espère les retrouver dans des laboratoires comme ceux-ci où ils auront été accompagnés pour poursuivre des études supérieures. Il y a toute une politique européenne du spatial pour laquelle l'appui et la compréhension de nos élus, de nos politiques est fondamentale. Actuellement, comme député, je suis en mission parlementaire par le Premier ministre pour imaginer une stratégie de développement, d'application et d'emploi à partir de nos fortes compétences dans le spatial. Donc l'idée, c'est de se dire, on a en amont la science, la compétence de la science, la compétence technologique pour les équipements. On est actuellement, avec Ariane Espace, on a le lanceur de fusée le plus performant au monde, 71 lancements à Kourou sans aucun accident. C'est le record absolu au monde. Et pourtant, les médias français parlent un peu trop de SpaceX et d'Elon Musk, alors même que le champion, il est en France. Donc là, vous avez la salle de soudure des réservoirs d'oxygène liquide d'Ariane 5. Ça vaut le coup là, c'est quand même... Aujourd'hui, Madame Fioraso, c'est sur les sujets spatiaux qui vont bien au-delà de la région qui concernent l'Europe. Et c'est des questions qui sont très importantes pour notre futur et pour le futur des gens qui travaillent ici. On représente quand même pas loin de 700 emplois sur ce site. Donc ça a une influence sur la vie économique et sociale locale. Donc c'est aussi à ce titre-là très important d'être ensemble. C'est un enjeu très important en matière d'emploi. Et ce qu'attend le Premier ministre, c'est que je lui donne une feuille de route en quelque sorte pour que la France exploite au bon sens du terme, valorise davantage ses résultats de recherche et d'expertise technologique en amont, que ça se transforme en emploi.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que le nouveau logo de la région Auvergne-Rhône-Alpes fait beaucoup parler de lui. Entre moqueries et parodies, parfois grivoises, les réseaux sociaux s'en sont donnés à cœur joie. Renaud Gardette et Aude Henry sont allés demander leur avis à des professionnels de la com et aux habitants de la région, à Lyon et à Clermont-Ferrand. Un ancien logo Auvergne plus un ancien logo Rhône-Alpes égale le nouveau logo de la grande région. Il a été dévoilé la semaine dernière. Une simple écriture bleue et un pictogramme de forme ronde créé pour susciter une reconnaissance immédiate. Mais sur les réseaux sociaux comme dans les rues de Lyon, la réaction de la population est mitigée. Qu'est-ce que j'en pense ? Je le trouve pas très dynamique. Ça manque de couleur, je trouve. Je dirais le symbole handicapé découpé en 3. D'accord. Et vous, mademoiselle ? Je suis pas très inspirée là. Vous faites un rond live, vous avez une position du Kama Sutra. C'est limite très cochon. Même position à Clermont-Ferrand sur la place de Jaude. Les Auvergnats sont un peu déçus de la couleur bleue. Moi j'aurais préféré qu'une note verte pour représenter les grands espaces, la nature. Je trouve qu'il est sympa, c'est assez épuré, c'est assez simple, c'est cool. La couleur bleue, c'est vrai qu'elle ne représente pas tellement l'Auvergne, c'est plutôt vert, notamment avec le Puy-de-Dôme, etc. et les forêts qu'on a. Cette société lyonnaise est spécialisée dans la communication d'entreprise. L'un de ses dirigeants, Sébastien Desbenoît, a écrit l'an dernier le guide officiel des logos. Pour lui, le pictogramme est réussi, mais pas la typographie. On est presque sur les éléments qui sont par défaut dans nos traitements de texte. On a une couleur qui plaît à tout le monde ou qui a le mérite de ne déplaire à personne, c'est surtout ça, et une typographie qui n'a aucun impact. C'est une typographie, une police qui est complètement quelconque. Fabriquée en interne, la création du logo a été gratuite, mais sa déclinaison future sur tous les supports, des lycées au TER, en passant par l'hôtel de région lui-même, tout cela prendra du temps. Ce seul budget devrait atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros. Et après 3 années de silence radio, les habitants du Trièves et de la Matésine retrouvent la voix des ondes. Radio Dragon, descendante directe de l'emblématique Radio Montéguy, émet enfin sur le sud de l'Isère. Musique originale et informations locales sont de retour grâce à la volonté d'une petite équipe de bénévoles. Damien Borelli, Dominique Bourget. Alors on rappelle que maintenant c'est Radio Dragon et qu'avant c'était Radio Montéguy, mais ça marche aussi. On a du mal à se défaire. Au marché de la Mure, les micros sont ouverts depuis près de 2 heures. Les animateurs de Radio Dragon se succèdent sur le studio ambulant. Passants ou commerçants sont conviés à faire un brin de causette à l'antenne. Recréer du lien social à travers de bonnes ondes. Voilà l'esprit de l'équipe de cette petite radio. Des habitants qui, pour certains, s'impliquent depuis des mois dans le projet. Là, il y avait ce projet qui était en train de naître d'une radio, d'un média participatif qui essaye de relayer de l'info locale, qui propose une musique un peu autre, qui essaye de faire vivre en fait le pays, quoi. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant, que s'impliquer dans une association ça pouvait m'intéresser. Pluraliste et indépendante, Radio Dragon souhaite former ses bénévoles et ouvrir son antenne à toutes les bonnes idées. Moi j'avais une copine qui était impliquée déjà et qui avait un projet d'émission de lire des histoires pour enfants à la radio. Et donc ça m'intéressait. Je me suis dit que si un jour je faisais de la radio, ce serait ce genre de choses que j'aimerais bien faire. Radio Dragon, une radio en construction. Née sur les cendres d'une autre radio libre, Radio Montéguy, liquidée en 2013 suite à des erreurs de gestion, Radio Dragon a dû patienter des années avant de décrocher le sésame du CSA. Sans autre soutien financier que la solidarité locale, l'équipe s'est installée dans une petite maison de Mince et lance enfin ses programmes. Maintenant, on a eu les autorisations administratives. Maintenant, on émet sur les ondes. Donc, c'est les mêmes ondes que RMA, 96.8 et 104.4. Le studio fonctionne, on salarie des gens, etc. Ça démarre. Mais avec derrière nous 5 années à ramer et puis à faire des dépenses sans avoir les moyens. Donc, on appelle à la solidarité tous les particuliers, les habitants du coin et les collectivités locales aussi. Alors si vous souhaitez aider la petite radio à grandir, rendez-vous sur le site radiodragon.org. Vos dons sont les bienvenus. À suivre les prévisions météo puis l'édition nationale. Prochain rendez-vous avec l'information régionale après le Grand Soir 3 vers 23h. Demain midi, Pauline Allo et je vous retrouve demain soir à 19h. Bonne soirée à tous et à demain.